Différentes causes et conditionnements sont à l'origine du rêve. 6 cas de figure, surtout, sont à retenir. 1. Les rêves peuvent avoir des causes somatiques. Perceptions corporelles diverses, état morbide ou malaise corporel. Ces manifestations corporelles peuvent parfois être provoquées par des processus psychiques totalement inconscients. Les anciens oniromanciens faisaient grand cas de l'origine somatique des rêves, et cette explication a toujours cours à l'époque actuelle. La psychologie expérimentale elle-même se fonde encore sur cette opinion que les rêves sont toujours liés à un fait somatique. C'est par exemple cette explication du rêve selon laquelle trop manger avant de se coucher provoquerait l'activité onirique. 2. Certains événements physiques, non pas corporels mais environnementaux, peuvent aussi provoquer le rêve. Le bruit, la lumière, la chaleur ou le froid. Je voudrais citer un exemple tiré de la littérature française. Un personnage rêve qu'il vit à l'époque de la Révolution française. Il est poursuivi et finalement guillotiné. Et il se réveille au moment où le couperet tombe. En fait, un morceau de ciel de lit lui était tombé sur la gorge. Ce rêve a vraisemblablement eu lieu au moment même où le ciel de lit s'effondrait. Ce type d'exemple a couramment conforté l'idée selon laquelle les rêves qui semblent durer très longtemps ne se déroulent en fait qu'en l'espace d'un instant très bref. Je me souviens d'un rêve qui remonte à ma propre jeunesse. Étudiant, je devais me lever chaque matin aux alentours de 6h30 pour me rendre au cours de botanique qui débutait à 7h. Ce réveil matinal m'était fort pénible. Je devais me faire réveiller et la bonne tambourinait toujours longuement à la porte avant que je ne finisse par m'éveiller. Je fis un jour le rêve suivant. Je lisais dans le journal un article qui traitait de la tension régnant entre la Suisse et l'étranger. Puis, il y eut une foule de gens qui commentaient cette situation politique. Un nouveau journal parut, contenant d'autres télégrammes et d'autres articles. Les gens s'excitaient. Il y eut de nouveau des discussions et des scènes dans la rue et enfin la mobilisation des soldats. L'artillerie. Puis on entendit le canon. C'était la guerre. Ce que j'entendais en réalité, c'était les coups donnés sur la porte. J'avais pourtant eu le sentiment très net que le réveil avait duré fort longtemps, jusqu'au moment d'être interrompu par les coups. Les perceptions extrêmement complexes occasionnées par exemple, par le très bref instant que dure une chute, vient à l'appui de cette idée selon laquelle ce type de rêve, très court, ne se produit qu'au moment même de la stimulation auditive. Le célèbre géologue suisse Heim eut ainsi le temps de passer toute sa vie en revue lors d'une chute qu'il fit en montagne. Un amiral français eut la même expérience. Il tomba à l'eau et manqua de se noyer. En un instant, il vit défiler devant ses yeux toutes les images de sa vie. Bien sûr, ces moments sont d'une intensité extrême et donnent lieu à une vue d'ensemble sur l'existence qui n'est évidemment pas successive. Or, cette intensité ne se trouve pas dans le sommeil. Ce type d'expérience ne permet donc pas d'expliquer le sentiment de la durée qui prévaut dans ces rêves. À vrai dire, je garde toujours à l'esprit une autre possibilité, naturellement aussi très aventureuse, à savoir que le concept temporel serait effectivement une donnée de l'inconscient,
Mais il ne s'agirait là d'un temps qui se verrait en quelque sorte disloqué, de sorte que l'inconscient aurait la faculté de dépasser le cours normal du temps, percevant ainsi des choses qui n'existent pas encore. La substance de toute chose est en effet déjà présente dans l'inconscient. On rêve, par exemple, souvent d'événements qui ne se dérouleront que le lendemain ou même encore plus tard. L'inconscient ne se préoccupe pas de notre perception habituelle du temps, ni de la relation causale des choses entre elles. L'étude de séries de rêves permet également de le vérifier. En effet, la série de rêves ne représente pas une suite chronologique d'événements au sens de notre perception habituelle du temps. Il est pour cette raison très difficile d'y représenter un avant et un après. Si nous voulions caractériser l'essence même de la série de rêves, nous ne dirions pas qu'elle représente une série chronologique. A conduit à B, conduit à C, conduit à D, où B découlerait de A et C de B, mais qu'elle se rattache à un centre non identifiable à partir duquel les rêves rayonnent. J'utiliserai cette idée de la façon suivante. Du fait que les rêves ne parviennent à la conscience que l'un après l'autre, nous leur attribuons une certaine qualité temporelle et les relions entre eux de façon causale. Or, il n'est pas démontré que la suite réelle d'un premier rêve ne parvienne qu'ultérieurement à la conscience. La série qui nous paraît chronologique n'est pas la véritable série. Cette explication ne représente en fait qu'une concession de notre part à notre perception habituelle du temps. Un nouveau thème peut très bien apparaître dans un rêve avant de disparaître pour céder de nouveau la place à un thème antérieur. La véritable configuration du rêve est radicale. Les rêves rayonnent à partir d'un centre et ne viennent qu'ensuite se soumettre à l'influence de notre perception du temps. Les rêves se subordonnent en réalité à un noyau central de signification. Il nous faudra compter dans notre étude de l'inconscient avec d'autres catégories que celles existant dans la sphère consciente. Il en va de même dans la pratique des sciences physiques, au cours de laquelle l'observation transforme les faits. Prenons pour exemple l'observation d'un noyau atomique. Il semblerait que, dans le monde microphysique du noyau atomique, d'autres lois prévalent que celles qui régissent le monde macrophysique. Il en va de même pour l'inconscient, que nous pourrions ici comparer au monde microphysique du noyau atomique. Cette faculté de l'inconscient à devancer les événements se manifeste également dans la vie quotidienne. Il s'agit souvent de choses anodines et qui ne paraissent avoir qu'une piètre signification, comme par exemple le phénomène suivant. Vous marchez dans la rue et pensez reconnaître l'une de vos connaissances. Vous vous êtes trompé, mais vous rencontrez effectivement cette personne juste après. Ce type de perception proche est extrêmement fréquent. Le phénomène semble tellement peu significatif que l'on passe souvent outre en se disant « quel hasard ». Mais ce même phénomène prend parfois un caractère prodigieux. Je fus moi-même à l'époque où j'étais étudiant le témoin d'un tel phénomène, concernant l'un de mes amis qui était naturaliste. Son père lui avait promis un voyage en Espagne s'il réussissait ses examens de façon satisfaisante.
Juste avant ses examens, il eut ce rêve qu'il me raconta aussitôt. Il se trouvait dans une ville espagnole et suivait une rue conduisant à une place où débouchaient plusieurs autres rues et qui était bordée par une cathédrale. Il se mit à flâner sur cette place et, désirant d'abord admirer les côtés de la cathédrale, il se dirigea vers la rue située sur sa droite. Alors qu'il empruntait cette rue, il croisa un équipage tiré par 2 chevaux de couleur Isabelle. Il se réveilla à cet instant. Il m'expliqua que ce rêve lui avait fait grande impression car il donnait le sentiment d'une grande beauté et de beaucoup d'éclat. 3 semaines plus tard, après avoir passé ses examens, il entreprit son voyage en Espagne. De là-bas me parvint la nouvelle que le rêve avait trouvé son accomplissement. Mon ami s'était trouvé dans une ville espagnole, sur une place toute semblable à celle du rêve. Il s'était immédiatement souvenu du rêve et s'était dit « Voyons encore ce qu'il en est des chevaux dans la rue d'à côté. » Il se rendit dans la rue voisine et les chevaux étaient là. Cet ami était tout à fait digne de foi. Il occupe aujourd'hui une situation en vue et ne s'est plus jamais distingué depuis par ce genre d'expérience. Il serait même plutôt réputé pour sa sobriété et sa simplicité. Je n'ai plus jamais entendu parler de tels phénomènes le concernant. Cette expérience n'est cependant pas exceptionnelle. Il existe une multitude d'exemples similaires. Lorsque l'on a à traiter de nombreux patients atteints de névrose, de telles expériences sont fréquentes. On apprend avec le temps à reconnaître leur caractère spécifique et à rendre les patients attentifs, bien à l'avance, aux choses qui vont se produire. À cette occasion, j'ai coutume de leur dire « Maintenant, vous devez faire attention. Il va se passer quelque chose. » Je vous citerai pour exemple le rêve suivant. Il s'agit d'une patiente d'âge moyen. Ses rêves s'étaient, durant un certain temps, focalisés sur un problème bien défini. Un jour, elle fit un rêve qui ne se rattachait en rien à ce problème. Elle se trouvait seule dans une maison. C'était le soir. Elle parcourait la maison dans l'intention de fermer toutes les fenêtres. Il lui souvint alors qu'il lui restait encore une porte à fermer. Elle alla à cette porte et découvrit qu'elle ne comportait pas de serrure. Elle se demandait ce qu'il fallait faire et se mit à la recherche de meubles et de caisses, avec l'idée de les placer devant la porte pour la bloquer. L'atmosphère était de plus en plus sombre et inquiétante. Brusquement, la porte s'ouvrit et livra passage à une balle noire qui la frappa de plein fouet. Elle se réveilla en poussant un cri perçant. Cette maison appartenait à une tante de ma patiente qui vivait en Amérique. Ma patiente avait fait un séjour dans cette maison 20 ans auparavant. Mais la famille s'était dispersée à la suite d'une querelle et les rapports de ma patiente avec cette tante étaient mauvais. De fait, elle ne l'avait pas vue depuis 20 ans et n'avait pas plus de relation avec elle. Elle ne savait même pas si sa tante habitait encore cette maison, ni même si elle était encore en vie. Je m'informai auprès de la sœur de ma patiente de la véracité de ces informations qu'elle me confirma. Je conseillai alors à ma patiente de mettre ce rêve par écrit et d'en noter la date. 3 semaines plus tard, elle reçut une lettre d'Amérique l'informant du décès de cette tante. Sa mort s'était produite le jour même où ma patiente avait fait ce rêve. Ce rêve
est caractéristique. Ce type de phénomène, de quelque façon qu'il se manifeste, renvoie souvent à l'idée de coup de feu. Il apparaît aussi chez les Indiens d'Amérique du Nord, chez lesquels c'est le medicine man qui décide le pouvoir d'affecter les gens à distance, en leur faisant, par exemple, parvenir un objet nuisible. Un livre anglais consacré à la mystique Anna Kingsford y fait allusion, car elle pensait également détenir ce pouvoir. Les yogis du Tibet connaissent aussi cette pratique. Les objets qu'ils font parvenir à la personne qu'ils veulent affecter sont généralement de forme oblongue. L'existence réelle de ces pouvoirs échappe encore à notre domaine de conscience, mais fait également l'objet d'un consensus gentilhomme. Les Tibétains ne savent certainement rien de la littérature anglaise et ma patiente ne connaissait rien du Tibet. Ces phénomènes semblent pourtant provenir d'une source commune, correspondant à une donnée psychique spécifique dont nous n'avons pas encore connaissance. Au vu de ces différents exemples, je m'oppose formellement à cette attitude qui consiste à s'appuyer pompeusement sur un certain scepticisme pour décréter que tout ceci n'est que fumisterie. Ce qui m'intéresse ici est que ces phénomènes apparaissent simultanément dans différentes parties du globe. Il s'agit là d'une croyance généralement répandue, de même que celle selon laquelle les morts ne savent pas qu'ils le sont, et qu'ils doivent en être informés pour pouvoir trouver le repos. Les spirites, les primitifs et les textes tibétains, le bardo Toldol, contient un passage où un mort est informé de son décès. Font également montre de cette même croyance indépendamment les uns les autres. Il serait intéressant de se demander pourquoi. Quels facteurs originels ont pu présider à l'élaboration de telles croyances?